toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Pipette, c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition par les continents africains. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. With Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Alliance. Orange. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Allez, bonsoir. Nous sommes plus ou moins déjà fixés sur les 16 équipes qui vont donc livrer les huitièmes de finale. Parmi les 16 équipes, la grosse surprise vient bien sûr du côté du stade Japoma à Douala. Eh bien, le tenant du titre, l'Algérie, ne fera pas partie de la fête. L'Algérie qui a donc été éliminée grâce au match de la 3e journée face à la Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. Merci de rester scotché. L'émission c'est Coupe sur la 2. On va pouvoir rester ensemble pendant 52 minutes. Avec pendant les 52 minutes, nos deux consultants vont nous permettre donc de mieux décrypter les rencontres du jour. Avec nous ce soir, le coach et entraîneur de football François Ngoumou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir au co-panélistes qui est ici présent. Et j'espère que pendant ces 52 minutes, on pourra
édifier et éclairer les téléspectateurs sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci à vous, coach. Avec nous, notre consultant permanent, Coris Katé. Coris, bonsoir, bienvenue. Alors, bonsoir Bobby, bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs de international. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Je pense à mon ami Hervé qui doit être très content, très fier ce soir avec cette victoire de la Côte d'Ivoire sur l'Algérie. Voilà, Hervé, enfant béni, qui nous suit Abidjan, c'est ça, la Côte d'Ivoire. Voilà, béni avec cette grosse victoire de la Côte d'Ivoire sur l'Algérie. 3 buts contre 1. Nous allons aller immédiatement du côté du stade de Japoma, où nous attendent déjà nos envoyés spéciaux, mais Catherine Moukouri, avec bien sûr notre consultant XXL qui est déjà sur la lucarne avec nous, Yves Tchamadeu. Aimé Catherine Moukouri, la grosse déception vient bien sûr du champion. Mali et la Mauritanie, une rencontre qui se solde justement par la victoire du Mali. Sans surprise, Yves Tchamadeu, quand on sait que la Mauritanie c'était une équipe toute jeune dans cette compétition. Oui, on peut dire mission accomplie pour le Mali qui réussit à atteindre le titre du premier tour, c'est-à-dire se qualifier pour le second tour. Je pense qu'elle a très bien terminé cette équipe du Mali, cette première phase, avec une victoire sur une équipe mauritanienne dont on vendait déjà pas cher la peau, qui a fini quand même dernière de cette poule. C'est un apprentissage difficile. Vous savez, en 2019, elle était à sa première participation à une phase de Coupe d'Afrique. Là, elle arrive pour sa seconde fois, elle ne fait pas sensation, elle sort comme ça, et c'est tout à fait normal. On a vu ce match face au Mali, entièrement dominé par l'équipe malienne. On a vu que en termes de discipline tactique, en termes de jeu, en termes d'organisation, en termes d'occupation de l'espace, l'équipe malienne était très au-dessus. Ensuite, en termes même des occasions procurées. Donc moi, je pense que ça a été une victoire méritée par le Mali. On a vu une très bonne colonie, une très forte colonie malienne supporter ces joueurs ici. Ils se sont sentis soutenus. Je pense que les leaders comme Haïdar et Bissou ont répondu présent. Et logiquement, l'équipe malienne allait chercher cette victoire. Alors, c'est la magie de cette CAN avec une équipe comme la Gambie qui a sa première participation et qui se retrouve qualifiée pour le second tour en venant à bout d'une équipe comme celle de la Tunisie. Par contre, ce résultat, on ne s'y attendait pas. Oui, bien sûr, je pense qu'on ne s'y attendait pas en termes d'affiche. Mais quand on voit ce que l'équipe gambienne a proposé en termes de jeu depuis le début de cette compétition dans la poule F, on s'attendait à ce que la Tunisie ait quand même des difficultés face au bloc gambien. Il faut rappeler quand même que c'est une victoire fatidique, c'est une victoire à l'arraché, parce que c'est une victoire qui s'est destinée à la 93e minute en temps additionnel. Donc ça montre que l'équipe gambienne est allée à l'usure, a gagné l'équipe tunisienne à l'usure. Il y a quand même un carton rouge côté tunisien. Nous n'avons pas l'occasion de voir le match parce qu'on voyait ce match ici à Japon opposant le Mali à la Mauritanie. Donc je pense que l'entraîneur Saint-Fils de la Gambie a mis sur pied un projet. Il y a depuis 2018, donc ça fait 4 ans qu'il a la tête de l'équipe gambienne. Il a formé une équipe. C'est une équipe qui a fini récemment 3e de la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. Donc il y a 17 catégories qui sont avec le A. Il a quand même fini co-leader de sa poule en phase éliminatoire en éliminant au passage la RDC. Donc en partageant le fauteuil de leader avec le Gabon. Donc je pense que l'entraîneur Saint-Fils de la Gambie a fait un travail important au sein de cette équipe. Les fruits commencent à tomber. Quand on participe pour sa première fois une phase de la Coupe d'Afrique et qu'on finit quand même avec 7 points, deuxième derrière le Mali, en poussant la Tunisie en 3e position, ça a démontré qu'il y a un travail de fond au sein de l'équipe gambienne et que malgré le fait que ce ne soit pas un non-ronflant, son adversaire au second tour doit quand même se méfier. Alors justement, on a le classement final dans les différentes poules, la poule E avec à la tête la Côte d'Ivoire, la rencontre que nous avons vécue pour vous, Côte d'Ivoire-Algérie, et aussi le deuxième du classement dans la poule E, la Guinée équatoriale qui est venue à bout de la Sierra Leone. Alors la Sierra Leone et l'Algérie qui sont poussés à la porte à cause des résultats qu'ils ont produits justement lors de cette dernière journée de phase de poule, et cette poule F qui nous livre le Mali et la Gambie. Est-ce que c'est un schéma auquel on s'attendait quand on voyait ces deux différentes poules? Moi je pense que côté poule on n'attendait pas ce schéma. Moi on n'attendait pas une équipe algérienne sortie d'une manière prématurée au premier tour, ça c'est clair. Je pense que c'est un groupe qui a démontré pas mal de surprises. Déjà la résistance sierra-léonaise, que ce soit face à la Côte d'Ivoire encore face à l'Algérie, c'est ce qu'on n'attendait pas. Elle n'a pas perdu face à ces deux équipes. Même si elle est éliminée, je pense que c'est quand même des résultats satisfaisants et qui peuvent permettre à l'entraîneur John Kister de croire à ce qu'il est en train de construire l'équipe de la Sierra Leone. On n'attendait aussi pas la victoire guinéenne face à l'Algérie dans la deuxième journée de cette poule. Donc c'est une poule
assez surprenant de par le classement, son schéma final. La Côte d'Ivoire leader, la Guinée équatoriale en deuxième position. Vous avez l'équipe sierra-léonaise qui finit en troisième position. L'Algérie gagnait les 7 coups. Je pense que c'est le scénario inimaginable à l'entame de cette compétition. Mais après l'enchaînement des matchs, on a senti que ça pouvait arriver. On a senti que l'équipe algérienne perdait le fil. Elle subissait une certaine motivation. Elle n'était pas gagnée d'un bon état d'esprit. Ça ne marchait plus très bien. Et sur le terrain, ça s'est matérialisé. Donc je pense qu'on n'était pas très surpris de voir l'équipe algérienne prendre Camille rapide sur sa face à la Côte d'Ivoire. On est surpris de voir qu'elle puisse sortir par la petite porte et le premier tour. À côté, à la poule F, je pense qu'on est aussi surpris de voir la Gambie quand même terminer deuxième derrière le Mali. Je pense que c'est aussi ça le nivellement du football en Afrique aujourd'hui. Il y a plus de petits pays qui font les entraîneurs qui font les mêmes formations, qui ont les mêmes séances et qui les appliquent sur le terrain. Donc moi je crois que ce soit au niveau de la poule O ou de la poule F, on n'attendait pas à voir ces petits poussés créer la surprise et de voir, et je le répète encore, une équipe algérienne sortir au premier tour après quand même 35 matchs d'intensité en donnant ses passes sur l'équipe d'Afrique. Alors justement, c'était une journée riche en émotions aujourd'hui au stade de Japoma et surtout riche en buts avec 6 buts enregistrés en 2 matchs après le match Côte d'Ivoire-Algérie et après Mali-Mauritanie. Comme on le disait il y a quelques instants, on connaît les qualifiés, on connaît donc l'affiche des premiers 8e de finale ici au stade de Japoma. Ce sera la Côte d'Ivoire qui fera face à l'Égypte qui arrive en 2e position de sa poule. Donc Yves Chamadon a rendez-vous pour les 8e de finale. En attendant, Bouba, on vous sert quelques réactions d'après-match, comme on vous l'avait promis, des réactions justement des joueurs ivoiriens et algériens, mais aussi des sélectionneurs. Depuis le stade de Japoma, Aimé Catherine Moukori, Yves Chamadon et Vincent Campo. Et Catherine Moukouri à Yves Chamadou qui nous ont permis d'avoir en temps réel les informations du côté du stade de Japoma. On revient sur cette rencontre tout feu, tout flamme. 3 buts pour la Côte d'Ivoire et 1 pour l'Algérie. Personne n'aurait pu ou dû parier pour ce score dans cette rencontre, coach. Oui, disons que le match s'annonçait très serré. Une équipe algérienne qui était revancharde à l'entame de la rencontre et on avait bon espoir, les puristes, de voir une équipe algérienne tout mettre en œuvre pour remporter cette victoire qui allait leur permettre de passer au second tour. Mais en face, il y avait quand même une équipe de Côte d'Ivoire qui a fait 35 bonnes minutes, excellentes bonnes minutes contre la Guinée équatoriale, avec un potentiel d'individualité qui avait déjà montré lors de ce match que cette Côte d'Ivoire est bien présente. Mais la Guinée équatoriale était revenue et a commencé à étouffer les velléités individuelles et collectives de cette équipe ivoirienne. Mais j'avais déjà vu en ces 35 minutes que cette Côte d'Ivoire, si elle est bien dans son assiette, elle est capable véritablement d'être un redoutable adversaire. Et aujourd'hui, on l'a vu. On a vu une Côte d'Ivoire avec un plan de jeu qui était très clair, 2 lignes de 4, voire un 4-5-1 lorsqu'ils avaient perdu le ballon, pour ne pas laisser d'espace à l'équipe d'Algérie. Et dès que le ballon était récupéré, ils se projetaient très rapidement vers l'avant. Et chaque occasion qu'ils ont pu se créer a été concrétisée par un but. C'était un plan de jeu savamment travaillé et cela devient difficile. Et je pense qu'ils auraient même pu inscrire plusieurs buts, n'eût été la maladresse ou des situations de hors-jeu. Comme quoi, vous pouvez avoir des individualités, mais si vous n'avez pas un entraîneur qui met un plan de jeu bien précis, il devient difficile effectivement de remporter la victoire. Mais d'un autre côté, on a aussi vu une équipe algérienne qui a confirmé son état psychologique déliquescent depuis la compétition, où il n'arrive pas à mettre des ballons fond. Même le penalty que Mahrez a eu, c'était une occasion à 25 minutes, même si vous êtes à 3-1, de relancer le match. Et vous mettez à 25 minutes 3-1, ça donne une autre tournure à la rencontre. Malheureusement, ce but étant raté, étant manqué, ça donne la latitude effectivement à la Côte d'Ivoire de dérouler. Et aux artistes, ça il faut le dire. Hein, on va citer les Auriers, Siri, Allar et Conan,
ils sont tellement nombreux, ces artistes de ce côté-là, qu'on a trouvé ce match très plaisant et on pense que c'est un adversaire, s'il monte en puissance, sera un concurrent sérieux pour la finale qui arrive. Alors, Kouris Kouyaté, c'est une Côte d'Ivoire complètement métamorphosée, rien à voir avec celle-là qui a disputé son dernier match éliminatoire qualificatif pour la Coupe du Monde face au Cameroun. Ben non, pas totalement. Il faut dire que même lors de ce match contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire n'a pas fait une piètre prestation. C'est juste que c'était un jour sans. Le Cameroun a su exploiter l'occasion qu'il a eue et après le match s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que honnêtement, la Côte d'Ivoire a produit du jeu. La Côte d'Ivoire a joué libéré parce qu'il faut dire que cette équipe ivoirienne est arrivée quand même étant déjà qualifiée pour le second tour. Donc contrairement à une équipe algérienne en face qui devait absolument chercher la victoire pour pouvoir passer au second tour, l'équipe ivoirienne était déjà qualifiée. Et ça s'est démontré. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi dangereuse lorsqu'elle joue libérée. Lorsqu'elle joue libérée avec les artistes qu'elle a, ben c'est tout à fait logique que cette équipe déroule comme elle a déroulé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut dire que l'Algérie aujourd'hui est victime. Pour que la compétition continue encore à être belle et que les stades qui commencent à se remplir, les gens continuent à se déplacer pour aller voir les vedettes que nous avons tant souhaité voir pendant cette compétition. Mais il faut relever qu'il y avait une Gambie qui est venue à cette compétition entre guillemets comme un petit pousset, parce que c'est la première participation de la Gambie, mais cette Gambie fait l'exploit de terminer en tête de sa poule. Et la Gambie se qualifie donc, étant premier de sa poule, et la Gambie a un homologue, qui est le Comore. Première participation, qualification au deuxième tour. Même avec 3 points, on a réussi à se qualifier en gagnant effectivement pas une moindre des adversaires, l'équipe du Ghana. Donc, il n'y a plus de petites équipes. Cela doit être un signal fort pour les grandes nations de faire attention de jouer, entre guillemets, des équipes supposées moins fortes ou mal classées au niveau classement FIFA, que des surprises peuvent arriver. Donc je pense que la Tunisie, tout comme toutes les grandes nations bien classées au niveau FIFA, doit faire attention aux 8e de finale en étant opposé à des adversaires censés être inférieurs. Alors, Kouris, outre l'Algérie, qui est dernière de la poule E, avec un maigre point, un but marqué, 3 encaissés, il faut aussi souligner que le Ghana, qui va aussi sortir de cette compétition comme dernière de la poule C, avec un seul point, 3 buts marqués et 5 encaissés. Grosse déception au Ghana. Ben, forcément une grosse déception pour une équipe comme le Ghana qui nous a habitués ces dernières années à traverser rapidement le premier tour et à se hisser généralement soit en demi-finale, soit même en finale de cette compétition. Donc au jour d'aujourd'hui, regarder une équipe comme le Ghana rentrer au premier tour, à première vue, forcément c'est une déception, c'est une surprise. Mais il faut également dire que quand vous observez, pour nous qui observons l'évolution du football africain depuis pratiquement 15 ans, vous devez comprendre que cette équipe ghanéenne est constituée en réalité en quelque sorte des joueurs qui sont en fin de cycle. Donc il faut dire que c'est une nouvelle génération de l'équipe ghanéenne qui est en train d'arriver. Vous avez les André Ayou qui sont pratiquement en fin de cycle. Je crois que c'est une jeune équipe maintenant qui sera portée par des joueurs comme Thomas Partey, Jordan Ayou et bien d'autres, parce que ce n'est plus le Ghana que nous avons connu il y a 2 ans, c'est pas le Ghana qu'on a connu il y a 4 ans avec des joueurs comme Christian Atsu, comme Asamoah Gyan, comme John Boy et bien d'autres. Ce n'est plus la même équipe. Donc forcément, au jour d'aujourd'hui, c'est une équipe qui est très certainement en reconstruction, et voir cette équipe se faire éliminer dès le premier tour, très honnêtement, pour moi qui suis cette équipe depuis un bon bout, c'est pas une surprise. Bon, même si on estime que dans cette poule, on avait quand même des adversaires, comment dire, à la taille du Ghana. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que le Ghana puisse perdre un match contre le Maroc qui fait partie des favoris. On peut comprendre, mais quand derrière vous perdez, vous faites match nul, vous perdez contre le Gabon, vous perdez contre les Comores,
ben c'est quand même un problème. Vous faites un match contre le Gabon, vous perdez contre les Comores, c'est quand même un problème. Mais je le dis encore, c'est une équipe qui est en reconstruction en ce moment parce qu'il y a eu une très belle génération depuis pratiquement 10 ans où c'est la dernière équipe quand même à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde en 2010 du côté de l'Afrique du Sud. Il y a eu une très belle génération depuis 10 ou 15 ans et malheureusement cette génération n'a rien remporté, du moins avec l'équipe A. Et au jour d'aujourd'hui, cette équipe est en train de se reconstruire avec des jeunes joueurs comme Doku qu'on a vu et bon nombre d'autres joueurs qui arrivent. Et on espère que d'ici 2 ans, du côté de la Côte d'Ivoire, cette équipe va rebondir parce que cette jeune génération aura déjà certainement atteint la maturité. Mais avant d'y arriver, on espère également, parce que cette équipe est qualifiée pour le dernier tour des barrages de la Coupe du Monde, qu'elle pourra franchir cette autre étape et se retrouver du côté du Qatar. Alors, on a eu droit aussi à un bon match, Mali-Mauritanie également. Un match plaisant. Et là, il faut relever ou souligner le bienfait de la formation des jeunes. Vous savez, comme la Gambie, comme le Mali, même la Guinée, ce sont des équipes qui se sont posées des questions suivantes. Pourquoi traînons-nous la patte par rapport aux grandes nations africaines? Ben, ils se sont dit, il faut reconstruire. Et la reconstruction passait justement par la mise sur pied d'académies, la mise sur pied le développement du football jeune. Et ces équipes sont constamment présentes en phase finale de Coupe du Monde U17 et U20. Et c'est la continuité, la traçabilité de ces joueurs qui ont été pendant 2, 3, 4 ans dans ces compétitions au niveau mondial qui maintenant jouent en équipe A. Et on constate que l'équipe du Mali a un football chatoyant, un football léché. Et c'est une combinaison d'un football technique et aussi athlétique. Vous voyez les gros gabarits, il y a de l'impact physique. Et peut-être qu'ils en abusent un peu trop. Ils cherchent constamment le 1-2, 1-2-3, un peu à la Barcelone, comme j'ai pu le constater tout à l'heure, le voir tout à l'heure. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est l'équipe du Mali est quand même efficace. La preuve, ils ont gagné quand même par 2-0. Donc, il faut faire attention à cette équipe malienne. Si les passes redoublées, les combinaisons s'enchaînent, elle est capable de causer des problèmes à n'importe quel adversaire. Et je pense que c'est un outsider. J'ai parlé d'un favori tout à l'heure. Il y a un numéro 1, c'est le Nigeria. Numéro 2, avec la prestation de la Côte d'Ivoire. Et puis, numéro 3, le Cameroun. En termes de prestations, de valeur, et surtout le Cameroun, parce que le Cameroun joue chez soi. Mais une équipe comme le Mali peut être un véritable outsider. Bon, on a aussi également vu... Vous avez oublié comme favori le Maroc aussi. Hein. Oui, le Maroc, je reste un peu sur ma faim, tout comme l'Égypte. Il n'y a rien d'intercellent. Ils ont un bloc équipe, ils ont un collectif, mais je n'arrive pas encore à être emballé et je n'ai pas comme l'impression que ça peut venir de partout pour pouvoir marquer. Tout comme le problème de l'Égypte où il y aurait une Salah dépendance. Alors que cette équipe du Mali, ça vient de gauche, ça vient de droite, ça va de l'axe. Donc ces équipes qui ont des variétés d'attaques et une multiplicité de procédés pour arriver à leur fin sont véritablement plus redoutables que des équipes qui pourraient compter sur un seul joueur. On va prendre une courte pause publicitaire pour aller retrouver nos amis de IBCOM, une belle affaire à surtout à avoir absolument chez vous avec le purificateur qui lutte contre cette pandémie coronavirus. On nécessiterait de demander aux particuliers de pouvoir s'arracher ces purificateurs. On regarde cette annonce et on revient pour la suite. Les communes investissent pour mieux sécuriser les établissements scolaires. À Mions, 10 purificateurs d'air vont être installés dans les cantines. Coût de l'opération 20 000 €, dont 12 000 apportés par la région. Laurent Wauquiez avait évoqué dans l'automne le déploiement de ce type d'équipement. Des purificateurs d'air qui sont efficaces à 99%. Écoutez Jean Lang, il est adjoint au maire en charge de la santé à Mions et il est au micro d'Élodie Joly. Ce sont ce qu'on appelle des filtres EPA qui ont été démontrés comme efficaces dans la filtration du virus, donc dans la protection, et donc qui permettent de recycler un air qui est lui-même débarrassé du virus. Et nous pensons que c'est apporter donc une sécurité sanitaire, une protection des enfants qui sont malheureusement potentiellement vecteurs de la nouvelle souche de variant B117 anglais. Oui, il n'y a pas de souci.
Voilà, retour dans ce studio après avoir vu cette image sur les purificateurs. On revient en studio pour témoigner, bien sûr, que Canal 2 International, pour le bien-être de ses invités, s'en est approprié, un purificateur que vous avez en image. C'est vrai, coach François Ngoumou, c'est beaucoup plus quelque chose qu'on voit en Europe et qui arrive au Cameroun et qui nécessite quand même qu'on essaye de vulgariser cela, question de lutter contre cette pandémie. On sait que le mécanisme de transmission du corona, c'est par air. Et c'est pour ça que la distanciation est recommandée lorsque nous nous trouvons dans une salle comme celle-ci, et par rapport aux différentes mesures barrières pour éviter justement que les postillons sont dégagés par les individus puissent être transmis les uns vis-à-vis des autres. Et justement, quand on purifie l'air, il y a des réactions chimiques pour éviter justement que l'air, entre guillemets, pollué, soit persistant dans une pièce et que justement un air neutre ou sain puisse donc éliminer donc, les éventuels microbes ou les éventuelles bactéries qui pourraient être présentes. Donc je pense que c'est une très très bonne chose, et si justement ils en font promotion, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences, il y a eu des tests qui attestent effectivement que cela marche bien et que dans les entreprises, dans les bureaux, on peut effectivement les utiliser pour accompagner les autres mesures barrières qui ne sont aucunement annulées jusqu'à présent, où on demande toujours de porter son masque, de garder la distanciation, d'éviter les embrassades, parce que tout ça, on ne doit pas mettre un terme à cela. Et je le dis, et je le répète toujours, vous savez que j'ai toujours un peu cheminé avec le monde médical. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage au professeur Daniel Lomongo, qui est décédé, et que nous allons enterrer après cette canne, qu'effectivement, ce sera une endémie avec laquelle nous allons être obligés de vivre, et nous allons nous adapter au fur et à mesure, avec donc des innovations scientifiques comme celle-là. Ça pourra permettre aux citoyens de mener une vie pratiquement normale. Alors on complète avec cet élément pour être tout à fait précis avec le rôle et même les attributions de ces purificateurs d'air, et on se retrouve derrière. Réduire le risque de contamination dans un endroit clos. Même s'il est bien vrai que l'Afrique centrale a été moins touchée, il y a de nombreuses variantes du Covid qui font leur apparition dans le monde, et l'air ambiant intérieur est de plus en plus pollué. À cet effet, il est bon de préciser que l'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc il serait prudent et sage d'investir dans cet appareil, aussi bien que pour les particuliers que pour les entreprises. N'attendez plus. Commandez dès maintenant des purificateurs d'air de dernière génération auprès du distributeur exclusif en Afrique centrale. La société Ibecom SARL à Yaoundé au Cameroun. Voilà, merci à Ibecom pour les bienfaits pour lutter contre cette pandémie qu'est le coronavirus. On revient maintenant sur le classement à l'issue de cette troisième et dernière journée dans les poules F et E. En image avec le concours de la réalisation, on va voir donc le classement des équipes qualifiées pour le prochain tour de 8e des finales de cette coupe. On a là en image cette poule avec le Mali qui arrive en tête. Là on a les équipes qualifiées, c'est pas des équipes qualifiées qu'il s'agit. Là nous sommes là avec les 8e. Voilà le réalisateur qui se reprend très rapidement et qui s'en mêle un tout petit peu les pinceaux, alors que nous sommes sur le classement. Nous y sommes avec le Mali qualifié dans cette poule, tout comme la Gambie, la Tunisie également comme meilleur troisième, et puis finalement c'est la Mauritanie qui va donc rebousser chemin. Le Mali, la Gambie, la Tunisie, on va dire c'est mérité quand même au vu des jeux produits tout au long de cette compétition. Oui, au vu du jeu produit, lorsqu'on a eu le tirage au sort, on pourrait se dire que c'était le Mali et la Tunisie qui étaient les favoris de la poule. La Gambie a joué un peu le trouble fait, mais grâce au principe
du meilleur troisième dans les 4 sous-poules. Un grand peut faire un faux pas et se retrouver en train de passer comme ça a été le cas avec la Tunisie qui réussit quand même à aller au 8e de finale. Alors on voit donc l'autre poule maintenant qui a donc connu l'élimination de l'Algérie qui n'a pas réussi à passer, qui arrive donc derrière, avec la Côte d'Ivoire en tête, Guinée équatoriale qui suit en deuxième position, la Sierra Leone et l'Algérie également. Alors c'est la grosse surprise quand même avec l'Algérie qui arrive même pas bon troisième, mais dernier avec un maigre point. Non, mais très honnêtement, c'est la plus grosse surprise de cette compétition, c'est la plus grosse surprise de cette CAN. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que même du côté de l'Algérie, on doit être en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que très honnêtement, on le disait à l'entame de cette émission, une équipe qui est arrivée là avec 34 matchs sans défaite, on ne pouvait pas imaginer. Surtout également au regard de la composition de cette poule où on retrouve une équipe comme où vous voyez une équipe sierra-léonaise qui arrive là 25 ans après. La dernière participation date de 1996 en Afrique du Sud. Vous voyez une équipe comme la Guinée équatoriale qui arrive là pour la 3e fois seulement. Et les 2 dernières éditions où cette équipe a participé, c'était à domicile. C'était à domicile du côté de la Guinée équatoriale. Donc, vous voyez une équipe algérienne rentrer, occupant surtout la dernière position dans cette poule. Très honnêtement, c'est une grosse surprise. Mais maintenant, il faut dire que une équipe comme la Côte d'Ivoire était attendue à ce niveau-là. Donc, on se disait à l'entame de cette compétition que s'il y a 2 équipes qui devaient se dégager, sortir de cette poule, ben, ça devait être la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Mais malheureusement, comme je le dis, et heureusement pour le football africain, c'est qu'il y a un nivellement de niveau et même de valeur au jour d'aujourd'hui dans le football africain. Vous savez qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, lorsqu'on vous disait Algérie, Sierra Leone, ben, vraiment, ça ne valait pas la peine d'aller au stade parce qu'on connaissait déjà le résultat. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des nations qui travaillent, il y a des nations qui travaillent à la base, il y a des nations qui ont développé leurs championnats locaux et généralement le développement de ce championnat local, forcément, ça se reflète au niveau du championnat, comment dire, au niveau de l'équipe nationale. S'il faut dire un mot également sur la poule du Mali, c'est que très honnêtement, pour moi, si du côté de la poule l'élimination de l'Algérie, c'est une grosse surprise, mais pour moi, voir la Gambie se hisser au second tour, c'est pas une très grosse surprise. C'est pas une très grosse surprise parce que je suis cette équipe depuis les éliminatoires de cette compétition. Il faut dire que cette équipe est sortie quand même première d'une poule où on retrouvait le Gabon et on retrouvait la RDC. La RDC est barragiste pour le Mondial 2022 du côté du Qatar et cette équipe gambienne a pu se hisser au premier rang de cette poule où on retrouvait quand même la RDC et le Gabon. C'est une équipe également qui travaille avec une génération de jeunes, mais c'est une équipe également où on retrouve des individualités qui se retrouvent dans des grands clubs et des gros clubs même en Europe. Quand vous voyez Moussa Barro, c'est un taulier à Bologne en Italie. Quand vous voyez Collé, c'est un joueur de la Sampdoria de Gênes en Italie. Vous voyez Jalou qui a marqué aujourd'hui et qui a d'ailleurs marqué lors du premier match. C'est un joueur qui évolue du côté des Sérènes en Belgique. Donc ce sont des individualités comme ça qui évoluent en Europe, qui évoluent dans des bons clubs, qui évoluent dans de grands clubs. Et ce n'est pas une surprise au jour d'aujourd'hui de retrouver ces nations-là à ce niveau-là. Très honnêtement, pour moi, la plus grosse surprise ne reste que l'élimination effectivement du tenant du titre parce que tout le monde attendait, mais c'est une surprise qui est arrivée et c'est une habitude plutôt dans le football africain parce qu'il faut dire que quand le Cameroun arrive en Algérie en 1990 étant tenant du titre, tout le monde attend le Cameroun, mais le Cameroun se fait éliminer au premier tour. Cette même équipe algérienne qui a remporté la Coupe d'Afrique 1990 à domicile arrive en 92. Tout le monde attend cette équipe. Cette équipe se fait éliminer au premier tour. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire après 2015. On l'a vu avec le Nigeria après 2013. Donc, ça peut arriver parce que les autres nations travaillent, les autres nations se sont préparées. Et je crois que ces nations, généralement, quand elles arrivent
à la compétition suivante, rester un peu sur l'euphorie de la victoire passée, et ce qui arrive, c'est cette élimination, ou bien c'est ces éliminations que je viens de citer au premier tour. Alors on va donc marquer notre courte pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires. On va vous proposer de vous retrouver juste derrière pour les affiches des huitièmes de finale qui sont d'ores et déjà connus à l'issue des matchs de ce soir. OneXBet, tout le monde a une chance. OneXBet, tout le monde a une chance. Voilà, nous recevons à présent notre responsable en charge de communication qui va nous parler de One Iceberg, qui est donc avec nous sur ce plateau. Maurice Yannick, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, vous nous parlez un peu du rôle des bookmakers, One Iceberg pour la CAN. Ok. Déjà, OneXBet est une entreprise de paris sportifs. Nous sommes sponsors de la CAN. Il faut préciser que nous sommes l'un des meilleurs sponsors de la CAN. En tant que leader des paris sportifs en Afrique, il est nécessaire que nous soyons sponsors dans tous les grands événements sportifs qui se déroulent. Alors, l'effectivité de la présence des bookmakers dans votre structure? Effectivement, nous sommes présents dans toutes les fan zones organisées par le COCAN. Nous sommes présents dans toutes les fan zones organisées par le COCAN. Il est nécessaire pour nous d'être présents dans ces lieux pour être plus proches de nos parieurs. Par exemple, dans notre nous avions une fan zone au niveau de l'hôtel de ville, où nous permettons à nos parieurs de faire leurs transactions sur place. Ils peuvent faire les dépôts dans les comptes 1xBet sur place là, dans notre stand, faire des recharges dans les comptes 1xBet là sur place, faire des retraits dans les comptes 1xBet là sur place, et aussi tirer même les tickets 1xBet dans notre stand sur place là. Et je dois aussi noter que tous nos parieurs qui font des transactions à partir de 10 000 ou plus ont la possibilité, participent automatiquement à nos jeux tombola, où nous faisons gagner à nos parieurs des écrans plats, des téléphones portables, des modems Wi-Fi et plusieurs autres lots. Alors, dites-nous maintenant quel est l'apport de OneXBet à cette compétition, 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. OneXBet apporte ajoute sa plus-value à cette compétition. Nous ajoutons notre plus-value à cette compétition de la CAN. Il faut noter que une compétition qui a de si grands partenaires tels que OneXBet est plus crédible.
Et Unixbet apporte sa touche personnelle. Unixbet apporte sa touche personnelle dans le divertissement de nos parieurs dans les différentes fan zones, en invitant des artistes dans des fan zones tels que les Coco Argentés, les Rigobertson, les Doudoua non glacés, qui sera avec nous là dans la fan zone de l'hôtel de ville ce samedi, par exemple, pour permettre à nos parieurs de vivre une très grande compétition. Cette très grande compétition qui se déroule au Cameroun présentement. Merci d'être venu. On va donc prendre rendez-vous pour une autre édition. Vous dire est-ce que vous souhaitez passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La suite de l'émission après cette courte respiration et on se retrouve derrière pour le tableau des huitièmes de finale. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, ce piquet qui passe juste à côté. Avec la possibilité ce centre pour la préparation, anticipation à la compétition par le continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Lions. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Allez, nous sommes déjà fixés sur les équipes qui vont donc disputer les huitièmes de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique Nations. L'Afrique centrale et qui s'en sort avec un 100%, à savoir le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun qui vont donc représenter l'Afrique centrale. On a donc là en image les différentes combinaisons. Et on aura un certain Gabon contre Burkina Faso, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale, la Guinée contre la Gambie, le Cameroun contre les Comores, la Côte d'Ivoire contre l'Égypte et puis le Maroc contre le Malawi. En détail maintenant, je signale que à partir du dimanche 23 janvier, du côté de Libé, pour être tout à fait précis, à partir de 17h, le Burkina Faso jouera contre le Gabon et toujours le dimanche 23. Du côté de Garoua, on aura un certain Nigeria contre la Tunisie, 20h, et le lundi maintenant, le 24 janvier à Bafoussam, à partir de
de 17h, la Guinée jouera contre la Gambie. Et le lundi toujours, à Yaoundé au stade Olembe, le premier de cette poule qui va rester sur place, le Cameroun. À partir de 20h, jouera contre les îles Comores. Le mardi 25 janvier, à Bafoussam, 17h, un certain Sénégal contre Cap-Vert. Mardi toujours, à Yaoundé au stade Fandena, 20h, Maroc contre Malawi. Mercredi 26 janvier, du côté de Douala, on aura à partir de 20h la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Et à 17h le mercredi 26 à Libé aussi, un Mali contre la Guinée équatoriale. Alors, quand on regarde les affiches, on commence par la première. On va aller rapidement, pas de course. Gabon, Burkina Faso, un grand match très attendu quand on regarde comment les deux équipes ont essayé de produire du beau jeu, du beau spectacle en poule. On s'attend également à un grand spectacle en huitième de finale, coach. Oui, je pense que le Gabon a démontré de bonnes dispositions, malgré l'absence d'un joueur clé, qui c'est un groupe homogène, mais avec des individualités qui n'ont rien à envier aux vedettes annoncées et qui sont en train de se révéler lors de cette compétition, comme Kanga, Mpeza et autres. Le Burkina Faso nous a démontré lors du match d'ouverture contre nous qu'ils avaient de grands atouts. Et donc ce sera un match équilibré et le meilleur, le plus concentré, celui qui aura le plus envie, va certainement remporter cette victoire. Bon, on va peut revenir sur l'opposition Nigeria contre Tunisie. Ces deux grandes nations de football africain. Le Nigeria a un avantage de par le rendu de sa copie au premier tour. La Tunisie passe par un tour de souris, mais il faut faire très attention aux équipes qui ont réussi à passer par le tour de souris. Alors, Nigeria-Tunisie, justement, un géant de cette planète va rester au sol également au niveau des huitièmes de finale. Bah oui, le champion 2004, champion d'Afrique 2004 contre le champion d'Afrique 2013. Mais au regard de ce que nous avons vu produit par ces deux équipes, très honnêtement, net avantage au Nigeria, parce qu'il faut dire que le Nigeria est la seule équipe à avoir fait du 100% au premier tour, 9 points sur 9. Il faut également dire qu'on a en face une équipe tunisienne vraiment diminuée. Il faut dire que cette équipe a joué aujourd'hui décimée par le Covid. Cette équipe a joué, je crois, avec 15 joueurs seulement sur la feuille de match parce que l'équipe était décimée. On a le meneur de jeu, le leader, le capitaine qui n'était pas à la casserie parce que touché par le Covid. Donc, c'est une équipe tunisienne diminuée. C'est une équipe qui a montré pratiquement deux visages. Un match moyen face au Mali à l'ouverture, un très bon match contre la Mauritanie, et aujourd'hui on a retrouvé une équipe décevante, une équipe qui a pratiquement battu un record en manquant 3 pénaltys sur 3 matchs d'affilée dans cette compétition. Donc on regarde ce que ces deux équipes ont produit, honnêtement, sauf grande surprise, le Nigeria devrait en principe passer pour le second tour, parce qu'il faut dire que cette équipe nigériane, très honnêtement, c'est une équipe très solide qui compte non seulement sur son bloc entier, mais également sur beaucoup d'individualités. On peut en citer quelques qui évoluent tous dans des grands clubs, notamment en Angleterre. Et Anacho, qui est aujourd'hui, je crois, 2 réalisations, Alex Iwobi, Ndidi de Leicester City, Trosekon du côté de... C'est un bloc composé de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, comme par exemple Ahmed Moussa, qui est encore dans cette équipe, même si depuis le début de la compétition, il est au banc de touche. C'est une équipe très équilibrée, Bobby. Vous allez voir que cette équipe, pratiquement pour son dernier match hier contre la Guinée-Bissau, a fait... à prendre très au sérieux, parce qu'au-delà des qualités athlétiques qu'on a pu constater dans le chef de cette formation, elle a des atouts quand même au niveau technique. C'est un mélange justement de football... on pourrait dire anglo-saxon de par la puissance athlétique qu'elle dégage et aussi de technicité. Donc je pense que les Guinéens qui se sont fait peur lors de la dernière journée doivent faire très attention à cette équipe gambienne qui est capable de leur jouer un sale trou. Alors il y a le Sénégal qui sera face au Cap-Vert. On attend toujours le grand Sénégal jusqu'à présent. Ben oui, un peu comme tout à l'heure lors du match
lorsqu'on parlait de l'Algérie, on attendait beaucoup 2 équipes à cette compétition. Très honnêtement, pour moi, mes 2 nations favorites, c'était effectivement les 2 finalistes de la dernière édition, à savoir l'Algérie et le Sénégal. Au jour d'aujourd'hui, une est déjà rentrée et on espère que cette équipe sénégalaise va enfin produire du jeu, va enfin faire ce dont on attend de cette équipe, à savoir produire du jeu, marquer beaucoup de buts, parce que jusqu'ici, le Sénégal n'a marqué qu'un seul but en 3 mois dans cette compétition. Donc, on entend enfin que Sadio Mané, qui au lieu de jouer a plutôt passé le temps à accuser les conditions climatiques, l'état du stade et bien d'autres, va plutôt se mettre au service de ses coéquipiers, produire du jeu et faire en sorte que cette équipe fasse ce qu'on attend d'elle, notamment marquer des buts et c'est ici très certainement en cas de finale. Mais maintenant, ce que je peux dire également, c'est que cette équipe sénégalaise souffre en quelque sorte des mêmes problèmes que l'équipe comme l'Égypte, que l'équipe comme l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est généralement ces grandes équipes sont constituées des grands joueurs. Et ces grands joueurs évoluent dans de très grands clubs. Et nous savons tous que les grands clubs ont libéré les joueurs très tard. Ce qui fait que quand ces joueurs sont arrivés en sélection, ils n'ont pas eu le temps de s'intégrer dans l'effectif, ils n'ont pas eu le temps de travailler les automatismes. Donc on espère qu'avec les 3 matchs, pratiquement ces 2 premiers matchs, en l'absence de bon nombre de ces joueurs cadres, notamment le capitaine Kalilou Koulibaly, le gardien titulaire Fernand Mendy, qui était testé, ces 2 étaient testés positifs au Covid, mais ils sont revenus lors du 3e match. Tout le bloc est là, sauf en cas d'autres surprises, notamment des cas Covid ou bien de grosses blessures. Cette équipe devra être complète pour jouer le match contre le Cap-Vert. Mais maintenant, en face, faisons attention aux requins bleus. C'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui arrive là en 8e de finale pour la première fois. Mais il faut dire que pour sa toute première participation en 2013, cette équipe avait atteint l'étape des quarts de finale. Donc c'est plutôt une équipe habituée à cette compétition ces 10 dernières années et il ne faudra pas la prendre à la légère. Psychologique, vous passez complètement à côté et une équipe supposée plus faible et qui a moins d'atouts réussit à vous vaincre. Donc ce sera tout l'enjeu de cette rencontre-là. Alors, 8e de finale, du côté de Limbé, ce sera le Mali contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a surpris quand même aussi l'Algérie. Ah oui, il faut dire que retrouver la Guinée équatoriale à ce niveau, c'est une surprise, c'est une petite surprise parce que, comme on le disait à l'entame, dans cette poule, on attendait 2 équipes, notamment la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Mais comme je le disais, hein, la Guinée nous a montré de très belles choses, parce qu'il faut dire que cette équipe, aux éliminatoires, avait perdu ses 3 premiers matchs. Cette équipe a perdu ses 3 premiers matchs et a réussi à remonter la pente jusqu'à se qualifier pour cette CAN du côté du Cameroun. Donc vous comprenez que c'est une équipe qui n'est pas arrivée là tout au hasard. Maintenant, ce sera un match honnêtement pour moi équilibré parce que on a vu une équipe malienne montrer de très belles choses. On attend certainement la confirmation lors de ce match des 8e de finale. Mais de l'autre côté également, on a vu une équipe guinéenne très valeureuse. Donc c'est une équipe qui n'arrive pas là au hasard. Et cette équipe a confirmé, notamment lors du match contre l'Algérie, en battant l'Algérie qui était l'équipe favorite numéro 1 de cette compétition. Et ça en est suivi également ce dernier match contre la Sierra Leone, où cette équipe a également arraché une victoire et s'est qualifiée avec 6 points. Et ce sera un match très équilibré pour moi, Bobby. Tout de suite, on ne peut pas se prononcer pour cette rencontre. Alors, tout comme Maroc, qui a quand même eu 2 victoires dans cette compétition avec un match nul, qui arrive en tête et qui est quand même l'un des sérieux favoris à cette compétition. Oui, le Maroc semble être assez stable. Le Maroc a fait tourner son effectif pendant les 3 matchs. Le Maroc est bien arrivé au Cameroun, bien installé. Nous connaissons tout l'épisode de l'équipe marocaine. Cette équipe marocaine est chez elle et n'a peur de personne. Et ils ont démontré au dernier match, notamment face à une très très bonne équipe du Gabon, qu'elle avait des ressources. Chaque fois, elle était menée, elle revenait au score. Et on a vu Hakimi
qui a démontré qu'un grand joueur est un grand joueur en égalisant ce but au bout du bout pour éviter au Maroc de partir au deuxième tour avec la défaite. Vous savez qu'une défaite sur le plan psychologique, ça peut toujours être handicapant. Donc, elles vont jouer contre une équipe courageuse du Malawi qui représente l'Afrique du Sud, la grande Afrique du Sud. Et nous avons bon espoir que ce sera un match ouvert. Si collectivement le Maroc, qui sait cacher le ballon, quand il est caché, c'est-à-dire la conservation, elle est parfaite, trouver des intervalles et faire des débordements pour Ayoub El Kébir et compagnie. A priori, le Maroc est favori face à une équipe du Malawi qui va jouer avec la fougue, le courage. Est-ce que cela peut être suffit? Nous attendons que le match pour avoir la confirmation. Alors le match phare de ces huitièmes de finale, ce sera bien sûr le Cameroun contre les îles Comores. Et les îles Comores qui participent pour la première fois à cette compétition réussissent également à obtenir leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale, seront donc les adversaires du Cameroun. Au vu du jeu produit par les Comores, surtout face au Ghana, est-ce que les Lions ne doivent pas s'inquiéter? Non, il faudra faire attention. Il faudra faire attention au syndrome de la Coupe d'Afrique 2019 de l'équipe, ou bien au niveau de la fédération et même au niveau du ministère des Sports du côté de l'Égypte. Donc il faudra prendre ce match très au sérieux. Vous savez, nous abordons là la partie la plus dangereuse de cette compétition, où tout peut arriver. Très honnêtement, lorsque vous sortez de la phase de poule, il n'y a plus de petites équipes. Même si sur le plan général, on disait déjà qu'en Afrique, on ne parle plus de petites équipes. Lorsque vous sortez de la phase de poule, tout peut arriver. Tout peut arriver pour la simple raison que dans un match de foot, il y a ce qu'on appelle les faits de jeu. Ça dit qu'à l'entame, comme vous avez vu lors des matchs comme le Gabon, du match contre les Comores, justement contre le Ghana, où le meneur, le leader d'une équipe a pris le carton rouge à la 25e minute et tout le match a basculé, même si cette équipe était déjà menée. Il y a ce qu'on appelle les faits de jeu dans un match de foot. Ça veut dire qu'il peut y avoir un pénalty à l'entrée d'un match de foot et vous vous dites non, on aura tout le temps pour égaliser et même dominer cette équipe. Le temps pour égaliser n'arrive jamais. Il peut arriver que des équipes arrivent, c'est le jeu, jouent en bloc défensif à la 90e minute, bénéficie d'un coup franc, bénéficie d'un corner, bénéficie d'un penalty, met le ballon au fond et que vous n'arrivez pas à revenir. Il peut arriver que des équipes s'aient énormément, jouent en bloc défensif, parviennent à atteindre l'étape des prolongations, marquent un but aux prolongations, et bien là vous n'arrivez plus à passer. Il peut arriver que ces équipes y arrivent au niveau des tirs au but. Et vous savez qu'au tir au but, honnêtement, parfois c'est la chance qui compte plus que les tireurs. Donc ça peut arriver lorsqu'on est à ce niveau. D'où la nécessité pour le staff technique, d'où la nécessité pour les joueurs camerounais de prendre ce match très au sérieux, de très bien préparer ce match, de ne pas simplifier l'adversaire qu'on a en face. Pourquoi? Parce que les Comores ont déjà remporté le CAN. C'est-à-dire que l'essentiel pour cette équipe, c'était de participer. Deuxième chose, vous savez que lorsqu'on a suivi l'évolution de cette équipe, à un moment donné, cette équipe ne cherchait qu'à marquer un seul but dans cette compétition. Et elle en a marqué 3 lors d'un seul match. Donc vous comprenez que c'est une équipe qui arrive là, n'ayant rien à perdre, ayant déjà tout gagné. 1, en participant à cette compétition. Le 2, en se hissant au deuxième tour pour la toute première fois qu'elle participe. Donc elle n'aura rien à perdre. C'est une équipe qui va jouer libérée, c'est une équipe qui va jouer sans crainte. Et c'est du côté du Cameroun qu'on aura une pression parce qu'on joue devant le public, on joue à domicile. Est-ce qu'on va organiser une compétition pour sortir en huitième de finale et se faire sortir par qui? Par les Comores. Vous voyez qu'il y aura une double pression, en quelque sorte la même pression que l'Algérie a eue pendant cette compétition du côté du Cameroun. Donc il faudra faire très attention. Alors, les Comores peuvent être à l'image d'un certain Cameroun-Argentine. Il faut s'en méfier quand même aussi. Dans toutes les analyses que je fais, je dis ceci: nous sommes nos propres ennemis. Nous avons la clé de notre victoire. On doit savoir défendre ensemble, on doit savoir attaquer ensemble. Les situations de déséquilibre
qui ont engendré les 3 buts encaissés ne doivent plus se produire. Si on résout ce problème, quel que soit l'adversaire que nous rencontrons, très bon Côte d'Ivoire, très bon Sénégal, très bon Maroc, nous allons où ils sont projetés rapidement pour aller chercher ce 3e but. Ça démontre qu'ils ont aussi une force mentale et qu'ils savent le faire. Donc nous qui avons des situations de déséquilibre défensif, tous nos buts, ça a été toujours le cas, que nous sommes en infériorité dans notre surface de réparation. Si le coach comorien a les diplômes requis et décortique nos faiblesses et il prépare son équipe, un peu comme le Cap-Vert l'a fait l'autre jour où il a gardé un bloc défensif où nous n'avions pas à trouver de solution, le match peut aller, comme disait M. Kouyaté, où un fait de jeu peut arriver où vous encaissez un seul but et vous ne pouvez plus revenir. Ce sera le triste souvenir de 72 où nous avions une très bonne équipe, nous jouons chez nous et nous avons été sortis aux demi-finales. C'était déjà la demi-finale. Mais là, nous ne sommes qu'au 8e. Vraiment, avec l'engouement populaire, cette CAN qui est en train de monter en puissance, que le Cameroun soit sorti au 8e finale, ce serait une catastrophe pour tous ces enfants et ces jeunes qui ont entendu parler de la Coupe d'Afrique il y a 50 ans, qui ont vu que les Lions ont gagné les Coupes d'Afrique à l'extérieur. Tout le monde, le peuple rêve d'une Coupe d'Afrique gagnée chez soi. Et je pense que ces enfants-là, quand ils nous suivent, ils savent ce qui va se faire. Se sublimer et mouiller le maillot, parce que les 25 millions de Camerounais, ils vont les rendre heureux. Alors, Coris, pour terminer avec vous, quand on regarde l'effectif de Conceição, sur son effectif, il a utilisé environ 24 joueurs déjà sur l'ensemble des joueurs qui sont à cette Coupe d'Afrique Nation. On note quand même cette inconstance de la part de cet entraîneur. Est-ce que ce n'est pas un problème pour cette sélection de ne pas pouvoir avoir une défense stable ou un milieu de terrain, mais qu'à chaque match, on ait à changer? Non, il faut le dire sans embâche, c'est un problème. C'est un problème lorsque vous avez une compétition comme la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, vous devez être en mesure de compter sur un bloc. Vous pouvez prendre sur vous de toucher 1 ou 2 joueurs en fonction de l'évolution de la compétition. Je vous ai pris le cas du Nigeria tout à l'heure, qui ayant assuré sa qualification lors des 2 premiers matchs, après le coach a pris sur lui de changer 3 ou 5 joueurs dans l'effectif qui a affronté la Guinée. C'est pareil pour le Maroc. Le Maroc ayant déjà assuré sa qualification, a fait tourner également lors du dernier match. Vous pouvez vous le permettre lorsque vous jouez dans une compétition. Mais nous, on a vu le coach, alors qu'il cherchait le résultat, continuer de changer les joueurs, et surtout au niveau de l'arc central. Vous savez que, généralement, même quand il faut changer des joueurs, vous devez garder ce qu'on appelle généralement la colonne vertébrale. On ne bouge pas n'importe comment. Et en 3 matchs, on a vu le coach utiliser 3 milieux de terrain, 3 défenses différentes. Quand il dit 3 milieux de terrain, ça veut dire que la ligne du milieu de terrain, il a changé. Après le premier match, au 3e match, il a encore également changé. Et c'est pas bon du tout, parce que vous devez être en mesure d'avoir un bloc. Alors également régler le problème des hommes au niveau surtout de l'arc central. Alors on sort avec vous, coach François Ngoumou. Chaque match se joue et devra se jouer maintenant comme une finale. Oui, c'est fini. Je pense que ces 3 matchs ont été des matchs amicaux. Je dis bien matchs amicaux. Pourquoi? Parce que, vu le contexte de libération tardive des joueurs, vu le contexte Covid, parce qu'il y avait 2 matchs qui avaient été prévus, le coach n'a pas pu faire ses expériences. Je crois qu'il les a faites. S'il est véritablement l'homme de la situation, les expériences dont venait de parler Coris tout de suite doivent l'amener à bâtir, à mettre sur pied pendant les 3. Il lui reste encore 3 jours d'équipe type, même dans les jeux d'opposition, pour qu'il y ait une complémentarité entre le gardien, les 2 défenseurs centraux. Les latéraux, j'ai comme l'impression qu'il les a choisis et que ce sont ces 2 hommes, il ne les changera pas. Mais au milieu de terrain, il hésite encore. Je crois qu'ayant testé et avoir fait autant de changements qu'il fallait, puisque sur 28 joueurs, je crois qu'il en a utilisé 24. La triplette d'attaque, je crois que ça, on n'a plus de débat là-dessus, mais c'est surtout en défense où il avait des hésitations. Donc on le lui concède, on ne va pas lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui qui est en contact avec les joueurs. Donc pendant les 2-3 jours-là, qu'il fasse des oppositions pour mettre sur pied cette cohésion dont véritablement on a besoin.
il faut qu'ils sachent que le Cameroun a toujours été fort parce qu'on avait d'abord une bonne défense, un bon gardien, on savait plier sans rompre et on mettait la banderille qu'il fallait pour gagner, remporter la compétition. C'est ça aussi le rôle des entraîneurs camerounais que nous sommes, pour que quand les Africains, les Européens arrivent, on leur inculque, on leur donne l'esprit Cameroun sur le plan technico-tactique et qu'on reste sur ce squelette-là. On peut venir faire des expérimentations quand c'est les matchs amicaux, les matchs d'évaluation, mais en compétition, on doit partir sur notre ADN. Notre ADN, c'est d'abord une défense de fer. Et lorsque vous avez une défense de fer, quel que soit l'adversaire que vous rencontrez, vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout. Merci, cher monsieur. Merci à Coris. Merci à coach François Goumou. Le relais sera donc pris demain à Douala par Mirabeau Maroc. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. Et n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec la possibilité ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. With Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Lions. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.